Et voilà, retour sur le plateau de Matin Bonheur après cette page publicitaire. Nous en arrivons à la chronique e-digital. Aujourd'hui, la maison reçoit la maison et ça fait plaisir. Paulus Agathon, social media manager RTI, même pas que, on va le savoir encore davantage, le rôle de l'influenceur dans une stratégie digitale. Bonjour Paulus, bienvenue. Merci, bonjour Alix, bonjour Thierry, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, Paulus, pour ajouter, eh bien, il est prix du meilleur influenceur de technologie en Afrique, prix DICOM 2020. Félicitations. Merci. Voilà. Merci. Pour ajouter à cette présentation, le rôle de l'influenceur dans une stratégie digitale. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a des influenceurs à profusion, dans tous les domaines, dans la mode, dans la musique et partout. Des coachs qui sont des influenceurs. Qui appelle-t-on influenceurs? Anjoal, c'est une très belle question parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'à la base, en fait, tout le monde est influenceur parce que vous soyez une personnalité publique, une personnalité connue ou pas, vous influencez votre entourage. Tout de suite, à la maison, la servante peut acheter quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de consommer à la maison, mais l'enfant découvre cette chose et ça l'influence d'une certaine manière et il peut à son tour décider de consommer cette chose. Donc, à la base, on va dire que tout le monde est influenceur. Mais les influenceurs dont on parle ici, c'est dans le domaine de la communication à une échelle plus vaste. C'est des personnes qui ont réussi à créer une certaine communauté autour d'elles, de sorte à ce que lorsqu'elles passent un message, ce message touche une plus grande partie de ceux qui les suivent et ces personnes sont plus enclines à réaliser des actions concrètes, on va dire. Très bien. Donc, à partir de la définition que vous venez de nous donner, on a envie de se demander comment, finalement, on devient influenceur. Parce que vous avez parlé de créer une communauté. Comment elle se crée, cette communauté-là? C'est clair qu'il y a un procédé. Comment on devient influenceur? On va dire que c'est la partie la plus compliquée parce que je veux dire qu'on ne cherche pas à devenir influenceur avec grand I en fait, ça vient naturellement. Ah bon? N'empêche que... Avec tous ces buzz qu'on voit autour de certaines personnes et à partir de là, elles sont placardées partout. Bon. On a par exemple dans la catégorie des blogueurs, les blogueurs qui partagent des passions sur Internet. Certains, c'est la littérature, d'autres, c'est la technologie, la mode, le domaine de la beauté. Les domaines sont divers et assez variés. Et à partir de cette passion, plus vous la partagez, vous allez vous rendre compte qu'il y a naturellement des gens qui vont s'abonner à vous et votre communauté sera sans cesse grandissante. On a d'autres personnes, par exemple, dans le domaine des médias, puisque quand on est à la télé ou à la radio, on jouit d'une grande visibilité et du coup, sur Internet également, on est pas mal suivi, de sorte à ce que lorsqu'on partage un contenu, on a plusieurs personnes qui nous suivent quand même. Donc, on va dire que ça pourrait se traduire de différentes manières. Mais c'est surtout naturel. Oui, c'est vrai que ça va être redondant. Hein. On va rester un peu sur ce sujet-là. On a tellement d'influenceurs. Vous nous dites que ça vient naturellement et tout. Comment entretenir cela? C'est vrai que ça vient naturellement. Aujourd'hui, peut-être à partir d'un buzz, on se retrouve à avoir une grande communauté. Il y a des milliers de personnes qui nous suivent. Comment entretenir cela et devenir un bon influenceur? C'est pour cela que je disais que ça vient naturellement parce que souvent il y a certaines personnes qui sont étonnées d'être influenceurs et leur influence ne dure que peu de temps et après on va dire que ça s'évapore. Alors comment entretenir? C'est tout simplement arriver à déceler ce pourquoi les gens ont commencé à vous suivre. Si c'est par exemple parce que vous avez partagé un contenu drôle, c'est certainement peut-être que vous auriez à partager plus fréquemment ce type de contenu. Mais après, est-ce que vous êtes aussi drôle que le contenu que vous avez partagé premièrement? Donc, c'est toute une série de questions qu'il faut se poser. J'avoue que ce n'est pas toujours très facile à gérer. On imagine bien. Alors, on parle d'influence généralement, hein, et même dans nos sociétés, surtout au niveau de la famille, on avait tendance à entendre « ne te laisse pas influencer par tel ami ». Donc aujourd'hui, avec ces influenceurs-là, on part dans tous les sens parce qu'il y a des influences avec des colorations diverses. Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux tout ça ? Justement, c'est très dangereux. Malheureusement, en Afrique, aujourd'hui, on est attiré un peu par tout ce qui n'est pas forcément positif. Tant que ça nous permet de nous voir, on est dedans et puis ça passe. Bon, quand je dis « on », je parle en fait de ceux qui le font. Mais vous êtes influenceur, hein, soit dit en passant, vous l'avez précisé. Oui, mais je veux dire, cela nous ramène à quelques valeurs, notamment l'authenticité, être vrai dans ce qu'on dit
et la véracité, authenticité, véracité. Et puis, je pense que c'est surtout ces deux valeurs-là qui sont les plus importantes. Bon, aujourd'hui, puisque les marques cherchent à s'associer aux influenceurs pour pouvoir se positionner et avoir une plus grande visibilité, certains sont prêts à recevoir pas mal de sous, une grande quantité d'argent juste pour partager quelque chose sur un produit qu'ils n'apprécient pas forcément. D'où la notion d'authenticité, voilà, pour être très vrai par rapport à ce qu'on propose en fait. Ça fait très fake tout ça. Oui, je l'avoue. Hélas. Merci de tout nous dire aujourd'hui, Paulus. Alors, vous avez lâché deux mots, argent, vous avez parlé aussi de marque et tout. On en vient maintenant à cela. C'est vrai que quand on a une communauté, on a ces marques-là qui viennent se greffer à ce que nous avons comme communauté pour pouvoir vendre. Alors, en quoi est-ce que ces influenceurs-là peut-il être bien d'un impact peut-être positif ou négatif pour ces stratégies-là? D'accord. En général, quand les marques se tournent vers les influenceurs, c'est dans une optique de recherche, on va dire, de profit et de positionnement positif aussi, d'accroissement de la visibilité. Et donc, quand vous avez une certaine communauté, un certain nombre de personnes qui vous suivent, c'est clair que parmi ces personnes, il y a certains qui seront plus enclins à réaliser ce que vous allez dire. Donc, quand les marques s'approchent des influenceurs, par exemple, si on sait que vous avez 10 000 abonnés, elles savent que dans ces 10 000 abonnés, on peut avoir au moins 1000, voire 1250, en tout cas un bon nombre de personnes qui sont susceptibles en fait de s'intéresser à leurs produits. Donc, quand les marques viennent voir les influenceurs, c'est dans une logique de positionnement, on va dire. Dans toute stratégie de communication ou même d'évolution, il ne faut pas occulter le volet risque. Est-ce qu'il n'y a pas un risque beaucoup plus, on va dire, important de s'afficher, de s'arrimer à un influenceur, peut-être dans le courant de la vague, qui après peut faire un bad buzz et donc impacter sur l'image même de notre entreprise? Ça peut arriver et c'est justement pour cela qu'il faut faire très attention à l'influenceur qu'on choisit pour la promotion de nos produits ou de nos services parce que si vous prenez quelqu'un que vous ne maîtrisez pas forcément, bon, après, il peut avoir des imprévus. Mais j'avoue qu'on a quand même vu ça assez rarement par ici. Jusque-là, on a plutôt de bons exemples, notamment dans le domaine de la technologie. On a également le domaine de l'humour, le domaine de la consommation et plein d'autres domaines aussi. Alors, à côté de vous, on a des noms comme ça chez nous en Côte d'Ivoire, hein, Kifak Beyrouth dans le domaine de la mode, Ophélie Talmas dans l'art en général. Dans le make-up aussi, on a des influenceuses, des influenceurs parce qu'il y a des hommes. Quelles sont les différentes catégories d'influenceurs que nous avons en Côte d'Ivoire? Alors, pas seulement en Côte d'Ivoire. Bon, la catégorie... Tout à l'heure, j'ai parlé de domaine, donc quand je vais parler de catégorie, ça sera plutôt autre chose. Dans catégorie, on va voir un peu la communauté de la personne. Certains diront on a trois influenceurs, trois catégories d'influenceurs, notamment ceux qu'on va appeler les nano-influenceurs, les micro-influenceurs et les méga-influenceurs. La différence entre eux s'évalue d'abord en termes de nombre d'abonnés, donc en termes de nombre de personnes qui les suivent. Mais ce nombre n'est pas toujours précis d'un continent à un autre, d'une agence digitale à un autre. D'autres vous diront par exemple que les nano-influenceurs, c'est des gens qui ont une communauté de moins de 10 000 personnes. Certains diront que c'est ceux qui ont moins de 5 000 personnes. Mais on va aller plus sur l'impact qu'ils ont. Donc si on prend par exemple les nano-influenceurs qui n'ont pas beaucoup d'influenceurs, donc on va dire jusqu'à 10 000 tout de même, c'est des personnes dont les contenus n'ont pas forcément grande visibilité, mais qui arrivent à impacter suffisamment ceux qui voient les contenus. Et donc en termes de taux de conversion, c'est-à-dire les personnes qui voient et qui sont susceptibles de réaliser des actions, c'est ce qu'on appelle le taux de conversion. Il y a beaucoup plus de personnes qui arrivent à franchir cette étape. Quand on arrive à ceux qu'on appelle les micro-influenceurs, qui ont des communautés de plus de 10 000 personnes, on va dire entre 10 000 et 50 000, pour d'autres entre 10 000 et 100 000, le ratio est un peu, on va dire, un peu similaire, aussi bien en termes de nombre de personnes qui voient les publications, ainsi que de nombre d'engagements et de nombre de conversions. Mais un peu plus loin, quand on parle des méga-influenceurs, eux, ils ont des communautés fortes. Du coup, lorsqu'ils vont partager un contenu, ils auront une grande visibilité. Malheureusement, l'engagement, c'est-à-dire les personnes qui vont réagir naturellement, et la conversion, les personnes qui vont passer d'abonnés à clients, ne seront pas nombreuses. Donc, vous allez voir que certaines marques préfèrent même privilégier les influenceurs qui n'ont pas forcément grande communauté. Voilà.
Alors, Paulus, vous qui êtes social manager ici à la RTI. Oui, vous voulez dire social media manager? Tout à fait. Ici, à la RTI, en termes d'audience télévisuelle, c'est clair que la RTI n'a plus rien à prouver, hein. Donc, les personnes qui incarnent à chaque fois les différents programmes, vitrines, ont une certaine influence sur les téléspectateurs. Est-ce qu'il y a on va dire, il y a une véracité entre ce qui se fait ici à la télévision et ce qui est orchestré, pour ainsi dire, sur les canaux digitaux? Parce qu'en faisant une petite analyse de l'évolution même, on va dire, de Facebook ou d'autres réseaux sociaux, on a pu voir que les likes étaient à un certain niveau. Après, ça grimpait, on n'a pas su trop pourquoi. Est-ce que derrière, il n'y a pas des outils digitaux que les uns et les autres utilisent pour pouvoir se faire voir? Voilà. D'accord. Théorie du complot, mais bon, je ne pense pas tant que ça. Allons-y. Alors, il faut dire que nous, à la RTI, déjà, on a la chance d'avoir de nombreuses personnes qui nous suivent. Et c'est un grand atout pour nous, de sorte qu'en plus des canaux traditionnels, quand on passe sur le digital, on a une grande visibilité. Malheureusement, il y a des marques qui sont prêtes à acheter des likes, voilà, juste pour qu'on dise qu'elles ont une forte communauté. Mais après, ça se traduit sur le nombre de réactions. C'est pour ça, moi, je dis à de nombreuses personnes et à de nombreuses marques qui me sollicitent, le plus important, ce n'est pas forcément d'avoir un grand nombre de likes, mais avoir un grand, j'ai envie de dire une proportion, c'est-à-dire en termes de nombre de personnes qui suivent et en termes de nombre de personnes qui réagissent. C'est en cela qu'on voit l'impact de ce que vous faites. Et donc, je disais, nous, on a la chance d'avoir nos présentateurs qui sont aujourd'hui devenus des influenceurs, de sorte à ce que quand on partage, par exemple, des contenus sur les comptes de la RTI, naturellement, ils partagent. Donc, les deux audiences cumulées, ça donne un fort nombre d'abonnés. Et au-delà de ça, on essaie toujours de produire des contenus assez percutants, assez interactifs, voilà, qui sont susceptibles de les attirer. Moi, je pense qu'il faut rester vrai, tout simplement. Oui. C'est ça la chose la plus importante. On a des exemples à foison. On a nos dévanciers qui n'étaient pas forcément à l'ère du digital, mais qui restent intemporels. Et donc, Dieu veille sur l'âme de Fulgence Cassis. Oui. Merci infiniment, Monsieur Agathon, d'être passé sur le plateau de Matin Bonheur. On vous reçoit quand vous voulez. C'est avec grand plaisir.